On te voit bien, Brigitte. Ah, moi je vous vois pas. Ouais, j'ai coupé ma caméra, moi. Attends, du coup j'ai coupé. Euh, euh, euh. Pour l'instant, nous sommes quatre, c'est ça? Oui, c'est parce que je suis en train de filtrer la salle d'attente. Tout va bien. D'accord, super. Donc ça marche. Bonjour Julie. Bonjour, comment vas-tu? Très bien. Oui. Bon. Allez. Je recouperai Je vais après. d'abord faire rentrer nos gentils animateurs avant d'admettre tout le monde derrière. Ça marche. Bon, allez, je recoupe la vidéo, on n'a pas besoin de me voir. Oh, quand même. Oh. Tu as peur de te sentir seule. Bon, je reste encore un peu. Hygiéniste, pour être un peu caricatural. Hein. C'est compliqué, il y a encore quelques notions à apprendre, je pense, qui ne sont pas simples. C'est qu'on se protège pour protéger l'autre et, je dirais, en retour, en boomerang, on se protège soi-même. Ce n'est pas la peine de mettre un masque dans la voiture quand on est tout seul, par exemple, et on en voit plein des gens comme ça ne sert à rien. Parce que les postillons, on les envoie sur le pare-brise et quand on se les récupère, c'est de soi simplement. Hein, voilà. Donc on en voit plein. Mais bon, je ne me moque pas, ça vient. Mais à partir du moment où on prend conscience de ça, et j'ai reçu une lettre tout à l'heure de parents d'élèves d'une école de Saint-André de Sangonis, où on voit que partant d'un certain nombre d'éléments que ces parents d'élèves ont totalement intégrés, ils sont capables, comme nous d'ailleurs, finalement c'est notre ADN, hein, en marche, hein, ils sont capables de mettre en œuvre des mesures pour les écoles, pour leurs enfants, pour les encadrants et puis pour eux-mêmes, qui sont complètement logiques et qui partent du principe, d'un certain nombre de principes assez simples, c'est que finalement, il faut se laver les mains, il faut finalement, etc., etc. Donc, je veux dire, les mesures que l'on prend sont du simple bon sens à partir du moment où nos concitoyens se sont acculturés à ces nouvelles pratiques. Et je dis ces nouvelles pratiques parce qu'elles sont nouvelles, mais elles ne seront pas éphémères parce que, alors là c'est mon côté pessimiste des choses, je pense qu'on va devoir vivre longtemps avec le virus ou la menace du virus, ce qui revient à peu près au même pour la vie quotidienne de tout le monde. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais discuter avec vous, ça c'est 5 minutes, les 5 minutes sont passées. La deuxième chose que je voulais discuter avec vous, c'est un petit peu de savoir comment on voit les choses. On a des inconnus, vous les connaissez. On a plutôt des choses connues. D'abord, on va commencer par ça. On a un virus qu'on ne connaissait pas il y a 3 mois. On a un virus qui provoque des manifestations pas forcément inattendues pour un virus agressif. Il provoque une pathologie explicable enfin, qui est similaire à beaucoup de pathologies virales. Et il provoque aussi, en deuxième partie, une maladie qui est à déclenchement viral, mais qui n'est pas liée, en tout cas dans ses manifestations, à une infection massive par le virus. C'est le déclenchement d'une réaction, une réponse immunitaire exacerbée avec une pluie, ou plutôt un orage, bon, c'est marqué dans la littérature, un orage de cytokines qui sont des espèces d'hormones sécrétées par les cellules de l'inflammation, et pour se défendre. Et c'est fait pour se défendre, qui fait que le patient passe d'une pathologie qui était somme toute assez classique, grippe un peu cognée, à quelque chose qui est beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave parce que ça atteint beaucoup d'organes et des organes vitaux. Et on voit par exemple, alors je n'ai pas fait le lien encore et on en parlait ce matin hier avec Fred, on n'a pas fait le lien, mais on voit par exemple ce qu'on appelle des vascularites, c'est-à-dire de l'inflammation des petits vaisseaux et des grands vaisseaux,
Et une des manifestations, par exemple, de ces vascularites pourrait être les symptômes que l'on voit apparaître chez l'enfant avec quelques cas en France, une dizaine ou une douzaine, en Belgique pareil, en Angleterre pareil, en Espagne, en Italie. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est sévère, qu'il ne faut surtout pas choper. Voilà, moi je vous le dis, il ne faut surtout pas le choper. Donc ça on le sait. Et à partir de ce moment-là, ce qu'on sait aussi, c'est qu'on n'a pas de vaccin, pour revenir sur l'immunité de groupe. On n'a pas de vaccin et on n'a pas de médicaments. Donc, les seules mesures que l'on a, c'est exactement comme nos ancêtres quand ils étaient en face d'une épidémie, et notamment, pas nos ancêtres, mais pas nos grands-parents, nos arrière-grands-parents pendant la grippe espagnole en 1920, il faut se protéger. Et lorsque vous voyez les images, de l'époque, eh bien, vous voyez des gens avec des masques, déjà. Des gens qui ont la distanciation sociale. À partir du moment où on rencontre quelqu'un, il est, si on ne fait rien, potentiellement contagieux. Voilà, il est potentiellement contagieux. Donc, toutes les questions relatives à est-ce que si je mets le doigt sur l'appareil pour la carte bancaire ou si j'appuie sur un digicode, on ne sait pas. On ne sait pas parce que j'ai vu les questions déjà. On ne sait pas. A priori, non. A priori, le virus resterait sur une surface solide métallique ou plastique pendant quelques minutes. Et donc, il faudrait appuyer pendant quelques minutes sur le bouton du digicode. Mais moi, personnellement, lorsque je vais dans un endroit où il y a un digicode ou lorsque je pianote sur la machine à carte bancaire, je ne mets pas les doigts à la bouche et je les lave immédiatement avec une solution hydroalcoolique. Je ne sais pas s'il y a le virus, je ne sais pas s'il est là ou pas là, mais je prends des précautions et je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. D'ailleurs, c'est des automatismes que l'on acquiert. Et je ne pense pas qu'il faille on le saura bien entendu, parce que c'est des études scientifiques, mais je ne pense pas qu'il faille même se poser la question. À partir du moment où on fait un geste qui peut potentiellement faire qu'on rentre en contact avec le virus qui a été déposé par quelqu'un qu'on ne connaissait pas, eh bien on prend ses précautions. On n'est pas immédiatement infecté, on est infecté que parce que l'on porte les mains à la bouche, et donc on ne porte pas les mains à la bouche, et on se lave les mains à chaque fois qu'on est dans un endroit qui est étranger, pas sa maison. Voilà, c'est des choses comme ça. Je crois qu'il faut en arriver là. Et donc, on a des applications immédiates que l'on peut imaginer lorsque l'on va ouvrir les écoles, partiellement, en sachant que, ça a été aussi une question, en sachant que l'ouverture des écoles sera évidemment conditionnée ou conditionnelle aux structures, à une inspection très précise, notamment des personnels de l'éducation nationale et de la communauté éducative, et que l'on n'acceptera pas tout et n'importe quoi, et qu'on prendra des précautions importantes pour accueillir des enfants dans un petit nombre d'enfants, dans un format réduit. Moi, je veux juste dire, après je répondrai à vos questions, je veux juste dire que je n'étais pas forcément favorable à l'ouverture des écoles, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de cohérence. Je le suis un peu plus parce qu'on a des nécessités pédagogiques, on a un pétage de plomb actuel et futur des enfants qui sont confinés chez eux, et ça c'est important. On a un pétage de plomb actuel et futur des parents qui n'en peuvent plus. On a une rupture pédagogique, si je peux dire, parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas d'ordinateur ou qui sont dans des zones où ça ne reçoit pas. Ou quand il y a 3 enfants avec un seul ordinateur, c'est toujours le plus petit qui ne peut pas y accéder. On a également, effectivement, une démarche économique parce qu'il faut remettre ce pays à flot et que si les gens ne travaillent pas, eh ben, il n'y aura pas de possibilité de remettre ce pays à flot qui est dans un état lamentable comme d'autres pays. C'est une crise gravissime que l'on traverse, gravissime économiquement. On a ouvert les robinets, il y a les milliards qui coulent et à un moment donné, il va falloir réfléchir un peu à voir comment on va faire. Et puis, dernière chose qui me semble importante, mais ça c'est mon côté pessimiste toujours, c'est que je pense que c'est un bon entraînement à peu de frais, si je peux dire, parce que les enjeux pédagogiques ne sont pas énormes, de ce qui pourrait se passer à la rentrée. Parce que nous n'avons aucune garantie
aucune garantie qu'à la rentrée, au mois de septembre, les conditions sanitaires et épidémiologiques permettront d'avoir une rentrée classique et qu'il faudra peut-être appliquer les mesures que l'on va commencer à appliquer et sur lesquelles on va s'entraîner à partir du 11 mai, si tout se passe bien. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. On rentre dans les détails comme vous voulez. Fred ? Merci Jean-François. Et je vais passer la parole à Frédéric qui va dispatcher quelques questions. Frédéric. Oui, j'espère que vous m'entendez. Vous m'entendez? Yes. Oui. Ok. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole parce que comme Jean-François, je pense que c'est plus important d'écouter vos questions. Pendant que tu parlais, Jean-François, j'ai noté quelques questions. Donc, j'encourage ceux ou celles qui veulent poser des questions de les poser directement en utilisant l'onglet « Communiquer » que vous avez sur Zoom. Comme ça, je pourrais les prendre dans l'ordre. Il y a une question qui était posée immédiatement et qui disait, c'est Bruno qui pose la question, ne faut-il pas parler des virus plutôt que du virus? Donc ça, c'est une question aussi qui peut-être est en train d'être posée actuellement. Donc peut-être on demandera à Jean-François, je pense, qui est plus peut-être impliqué là-dedans. Il y avait une école sur l'école et les collèges de Jean, mais je pense que tu as tu as répondu, mais peut-être que Jean veut préciser sa question. Jean, est-ce que tu es là? Est-ce que tu veux préciser ta question concernant l'école et les collèges? Oui, tout à fait. Vous m'entendez? Oui. En fait, ma question, donc je crois qu'il y a des éléments de réponse, mais c'était plutôt dans notre rapport avec… Moi, je suis délégué de parents d'élèves dans les écoles et le collège là, sur ma commune. Et donc, dans nos rapports avec l'administration des écoles, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est exactement le contraire de ce que disait Jean-François. C'est qu'on a beaucoup de mal à monter quelque chose de collectif pour la rentrée. Et la réponse des directeurs, c'est de nous dire « non, on attend les instructions d'en haut ». Et je crois que pour nous, c'est très problématique parce qu'on sait bien, comme l'a dit le Premier ministre, que ça ne va pas se décider dans une salle et que chaque école est différente. Mais la réponse, pour l'instant, systématiquement, c'est « on attend les directives d'au-dessus ». Donc je pense que ça, c'est quelque chose à faire remonter. Merci Jean. Je ne sais pas, on peut peut-être noter certaines questions et aborder les réponses de façon plus globale après. Ensuite, il y avait dans les questions qui nous ont déjà été posées, il y avait une question concernant l'épidémiologie en fait, de cette maladie, en parlant des cas asymptomatiques, de l'incidence de la maladie, etc. etc. Donc peut-être je vais passer directement la parole à Pascal pour qu'elle nous parle un petit peu de l'incidence de cette maladie et ces fameux cas asymptomatiques. Qu'est-ce qu'il faut en penser et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Vous m'entendez? Très bien. Merci Frédéric. Est-ce que vous voulez que je fasse un petit point épidémiologique global ou est-ce que d'emblée on part sur la question sur l'incidence? Attends Pascal, est-ce que tu veux que je réponde aux deux questions qui ont été posées, puis après on passera à l'épidémiologie, non? Oui, ben écoute, d'accord, sur les virus et la question sur l'école, Voilà. Et ensuite on passe à Voilà. Pascal. D'accord. Pardon Pascal. Excuse-moi Pascal, hein, juste une seconde. Voilà, donc non, les virus, un virus. Oui, alors actuellement il y avait deux souches de virus, deux formes de virus qui avaient été décrites après l'épidémie en Chine, avec une prévalence, une fréquence plus importante chez nous, je crois que c'est la forme L ou la forme S, se pose la question tout le temps ce qui est totalement logique, de la mutation du virus. Et tout à l'heure, j'étais sur un plateau là, et la journaliste me posait la question, est-ce que les formes de l'enfant, qui sont des formes comme une maladie de Kawasaki, enfin syndrome de Kawasaki, est-ce que c'est lié à une mutation du virus? Là, on fait très attention. Moi, je n'ai pas la réponse pour l'instant, bien entendu, parce qu'on fait très attention. Il y a au moins deux structures en France qui sont les centres nationaux de référence à Lyon et à Pasteur, qui font une veille extrêmement précise des différentes souches de virus qui arrivent et qui sont donc prélevées chez les patients, que l'on cultive ensuite et que l'on séquence. D'accord ? Alors, après, un virus, effectivement, il peut muter. Il peut muter d'autant plus qu'il y a une contrainte, je dirais une contrainte pour lui, parce que c'est toujours une lutte entre la survie du virus et la survie de l'organisme. Il mute d'autant plus qu'il y a une contrainte. La contrainte, elle peut être thérapeutique, c'est un traitement.
donc il va y avoir un peu un échappement comme pour les bactéries, ou alors une contrainte immunologique. Et là, je ne suis pas sûr que l'immunologie, c'est-à-dire la réponse immunitaire de l'hôte infecté, soit extrêmement efficace, et c'est d'ailleurs un vrai souci, qui fait que finalement le virus circule sans aucune grande difficulté, et que le virus dont on parle, pour l'instant, et c'est les derniers résultats que l'on a, n'aurait pas trop muté. La mutation n'est pas forcément, en plus de ça, synonyme d'aggravation, enfin de plus grande virulence. La mutation peut être, comment dirais-je, liée ou associée à une disparition du virus, à une augmentation de sa virulence ou à une diminution de sa virulence. Et puis les virus, ils mutent, on a l'habitude qu'ils mutent, avec notamment les grippes saisonnières. Toutes les années, on a une nouvelle souche, en tout cas si ce n'est pas la nouvelle souche, c'est une souche mutée par rapport à l'année d'avant. Donc on sait faire ça, on a l'habitude de ce genre de choses. Deuxième question de Jean, c'est vraiment très important, et c'est même un peu agaçant, pas la question qu'il a posée, mais c'est un peu agaçant parce qu'il y a des démonstrations très claires. Je t'encourage à contacter, mais si tu veux, tu pourras le faire par mon intermédiaire, à contacter les parents d'élèves délégués de l'école de Saint-André de Sangonis. Ils se sont bougés. J'ai eu le maire qui m'a dit, oui, ils sont bougés. J'ai demandé au maire, qui n'est pas d'ailleurs de notre bord, et qui a fait d'ailleurs une démonstration très très forte de ce qu'était l'Union nationale lorsqu'on était dans la difficulté. Je lui ai posé la question, est-ce que vous avez des problèmes avec le rectorat? Il m'a dit non, mon adjointe s'occupe de ça, elle est en relation fréquente avec le rectorat. Est-ce que vous avez des difficultés de soutien financier, d'organisation avec la préfecture, donc les services de l'État ou la sous-préfecture de l'ODEV? Et la réponse a été non. À chaque fois que je les appelle, ils sont là au bout du fil et ils m'aident. Donc moi, ce que je dis, c'est que si nous, les citoyens, nous ne prenons pas en charge et que nous attendons les consignes d'en haut, ça ne marchera pas. Et pour vous donner juste un exemple, et après j'arrête, lorsque le ministre dit de son bureau, je n'ai pas organisé ce qui se passera dans les écoles, première chose, et deuxièmement, il dit, je ne conseille pas de faire des classes par demi-journée, eh bien moi je dis, le ministre n'a même pas à dire des trucs comme ça, parce que ça tombe sous le sens. Voilà, ça tombe sous le sens des enseignants, ça tombe sous le sens des associations de parents d'élèves, parce qu'effectivement, lorsque l'on veut donner un peu d'air, eh bien, il ne faut pas faire par demi-journée, parce que, et pour le gamin, et pour les parents, et pour les enseignants éventuellement, ce n'est pas bon. Donc, ce genre de mesures, ça peut se discuter avec la communauté enseignante, avec la communauté éducative, avec le rectorat, et les gens sont là pour ça. Moi, ce n'est pas la faute du gouvernement, ce n'est pas notre faute à nous, si on a ça sur la tête, et si on attend les consignes d'en haut, on va crever, quoi. Okay. Merci. Donc, je repasse la parole à Pascal pour un petit point épidémio, peut-être préciser ce que c'est que les porteurs asymptomatiques et leur importance peut-être dans les événements et dans la suite. Alors, j'essaie de vous retrouver. J'ai coupé mon micro, du coup. Voilà. Donc, j'étais obligée de mettre mon casque pour retrouver le son. Oui, alors les cas asymptomatiques, c'est les cas qui sont porteurs et qui ne vont pas être porteurs par contre de symptômes, c'est-à-dire les gens qui vont passer complètement inaperçus dans l'épidémie. On a énormément de mal à connaître leur nombre parce que évidemment ces gens-là ils n'ont pas été testés. On suppose d'après les modélisations qui ont été faites qu'ils pourraient, mais c'est des marges d'erreur importantes, mais qu'il pourrait y avoir 20% de cas asymptomatiques, c'est-à-dire de personnes qui présentent strictement aucun symptôme. Alors évidemment, plus on a des asymptomatiques dans une population, plus c'est compliqué, puisque plus ils risquent de disséminer la maladie s'ils ne sont pas isolés. Et c'est là qu'on voit justement, par rapport à ces gens asymptomatiques, la nécessité impérieuse de respecter les gestes barrières. C'est vraiment le point extrêmement fort pour éviter la propagation d'une épidémie à ce niveau-là. Parce que quand on est symptomatique, on a plus tendance à le faire. Quand on ne l'est pas, c'est plus compliqué. Mais c'est vrai qu'on peut constater aussi que dans la population, on le voit quand on se déplace, les gens ont assez bien acquis maintenant ces espèces d'automatismes, de gestes de protection, qui est une protection
de soi-même, mais surtout de protection des autres. Et voilà. Mais les cas asymptomatiques, donc c'est une estimation qui est extrêmement grossière, mais l'information qui court actuellement, ce serait de l'ordre de 20% de cas asymptomatiques. Mais bien entendu, on ne peut pas avoir de certitude si on ne fait pas des enquêtes à un niveau, des vraies enquêtes représentatives pour avoir des chiffres fiables. J'ai une question, Pascal, qui m'est posée par Eric, qui dit « Mais ces cas asymptomatiques ne sont-ils pas moins contagieux ?» Alors, c'est ce qu'on dit aussi. C'est ce qu'on a entendu aussi, notamment qu'on aurait peut-être beaucoup d'enfants asymptomatiques et qui, de même, seraient aussi moins contagieux. Mais c'est toujours pareil, on n'a pas de certitude par rapport à ça. Pour aller dans le sens de Pascal, salut Pascal. Bonjour. Pour aller dans le sens de Pascal, c'est vachement difficile de répondre à ça, parce que je lisais un article tout à l'heure qui montrait que les cas les plus graves, alors un peu ça, c'est des résultats qui tombent sous le sens, mais encore faut-il, il y avait 25 ou 50 patients qui avaient été étudiés. Donc, chez ces patients, on s'apercevait que ce qui était grave, donc hospitalisés, voire même en soins intensifs, avaient une charge virale au niveau de la gorge, au niveau même d'ailleurs des crachats, qui était beaucoup plus forte. Et pour les crachats, il n'y a pas de virus dans les crachats, il y a du virus au fond de la gorge, il fallait le chercher avec justement les écouvillons, que dans les cas asymptomatiques. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, enfin, je ne sais pas si tu es d'accord ou non, Pascal, mais en l'état actuel des connaissances épidémiologiques, on puisse se permettre de dire « Ah ben vous êtes asymptomatique, donc vous n'allez pas me contaminer ». C'est dangereux. C'est très dangereux, les asymptomatiques. Ils sont à la limite plus dangereux que les autres, au sens où ils ne se connaissent pas, ils ne savent pas contaminer. Donc, on a moins conscience, on n'a pas conscience qu'on peut être contaminant alors qu'on n'a aucun symptôme. C'est ça qui est extrêmement difficile à intégrer pour la population, ça se comprend bien. Merci pour cette première série de questions. Et on va passer la parole à Brigitte. Brigitte. Alors, pour Brigitte, je m'excuse, mais bonjour Brigitte. Juste pour te dire qu'il y avait une question qui correspond un petit peu à ton action que tu avais commencé à mettre en place. Et peut-être il faudrait que tu puisses l'aborder parce qu'on nous demande, j'essaie de le retrouver, c'est Stan qui nous pose la question, quid des centres de dépistage en dehors des hôpitaux et des laboratoires? Voilà. Comme je sais que tu as été l'initiative de centres de dépistage dans ta région, peut-être que tu peux nous en parler. En fait, ce n'était pas un centre de dépistage. Ce que nous avons mis en place sur le bassin de Thau, c'est un centre de consultation dédié au Covid de niveau 3. Et là, on peut dire que c'est l'AREM 34 qui l'a fait parce que bon, j'ai été associée à l'organisation et j'ai immédiatement fait appel à Sophie, qui est architecte, là, qui est l'animatrice locale de Bèze, qui a fait entrer son bureau d'études, qui a une expertise des services d'urgence. Donc, nous avons fait sur Toussaint un centre de consultation dédié au Covid qui aurait été un avant-poste si la zone avait été rouge, parce qu'à l'origine, on pensait que l'Hérault serait beaucoup plus impacté que cela. Si la zone avait été rouge, c'était le 15 aurait envoyer les patients à ce centre ainsi que les médecins traitants de façon à éviter d'avoir un hôpital, notamment l'hôpital de Sète, qui s'engorgerait. Donc, c'était pour faire un avant-poste et ne pas avoir ce qui a pu se passer dans l'Est ou dans le Grand Est. Ce centre n'a pas été activé dans la mesure où nous sommes verts et pourrait éventuellement… Pour l'instant, croisons les doigts. Enfin, espérons qu'on ne l'activera pas, mais il pourra facilement se transformer en éventuellement centre de test, dans la mesure où il est organisé. Ce que je voulais dire, c'est que dans la mesure où on a fait ce travail-là, ou dans beaucoup de régions de France, il y a eu un travail de fait, que ce soit au niveau sanitaire ou au niveau d'accompagnement économique, dans la mesure où ce qu'il faut savoir, enfin, moi je le crois vraiment, c'est que nous ne sommes vraiment pas à l'abri d'autres épidémies.
notamment par rapport aux problèmes écologiques que l'on peut vivre par rapport à la fonte des glaces, au permafrost, qui renfermerait des tas de virus complètement inconnus, on pourra revivre ce type de pandémie. Donc, ce que je pensais, et c'est vrai que ça me tient à cœur, c'est comme dans chaque commune, il y a des plans de prévention au risque d'inondation, il faudrait peut-être prévoir des plans qu'on pourrait appeler, je ne sais pas comment, mais des plans de sauvegarde sanitaire au niveau loco-régional, par exemple, où on pourrait justement mettre en place, par exemple, ces plans que nous avons faits pour ce type de centre, où on pourrait déjà avoir tout un travail, les mesures d'accompagnement, où on pourrait avoir tout ce travail qui a déjà été fait et l'utiliser pour faire prévenir éventuellement si, bon, la première prévention serait dans le cas que j'évoquais, notamment du permafrost et de ces virus inconnus qui pourraient se libérer avec la fonte des glaces. On pourrait, dans ces cas-là, avoir déjà des tas de mesures qui seraient déjà prêtes à être appliquées et qui permettrait d'aller beaucoup plus vite. Mais le but du jeu, c'est bien évidemment d'éviter ça. C'est pour ça, d'ailleurs, je crois que nos dirigeants l'ont très bien compris, en accompagnant systématiquement les mesures économiques d'aide avec une contrepartie de transition écologique. Mais bon, moi j'insiste sur ces plans de sauvegarde sanitaire qu'il faudrait peut-être mettre en place à l'échelon national pour prévenir d'autres situations telles que l'on a eues. Ah, je ne t'entends pas là. Hein? Alors, pardon. Oui, tu m'entends? Oui. Voilà, il y a une question de santé publique qui est posée par Claude Saint-Pierre et qui nous pose comme question: quid des brigades de traçage dont on a parlé, dont il a été fait allusion hier, qui peut en faire partie, comment en faire partie, quelles vont être un petit peu leurs spécificités? Parce que le Premier ministre hier a parlé de ces brigades dans la catégorie de l'identification un petit peu des patients, dans le test des patients. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ces brigades de traçage? Oui, enfin, c'est ce que font dans les pays où ils s'en sont bien sortis, notamment, je crois, en Thaïlande ou dans d'autres pays. Ils étaient très, très organisés par rapport à ce traçage. Mais bon, tant que je pense à une chose aussi, quelque chose qui m'a semblé intéressant, qui est sorti hier ou avant-hier, c'est le numéro de téléphone dédié Allo Covid. Hein, c'est bon, l'intelligence artificielle un petit peu au service du dépistage. Il est bien évident que ce type de numéro de téléphone ne peut pas remplacer la consultation d'un médecin. Mais je vois l'intérêt, c'est un numéro, je crois que c'est le 0805 800 540. C'est un numéro que tous les patients qui ont l'impression d'avoir des signes qui pourraient être du Covid, ces patients appellent et ils ont un certain nombre de questions. Et en fonction des réponses à ces questions, on leur dit soit d'appeler le 15, soit de se diriger vers le médecin traitant, soit de rester chez eux. Mais l'intérêt de ce numéro de téléphone, c'est de répertorier, parce qu'on demande systématiquement le code postal. C'est éventuellement très rapidement de pouvoir répertorier sur une zone du territoire un certain nombre d'individus qui appelleraient au même moment ce numéro. Donc moi, ce qui me semble le plus important au niveau de la diffusion de ce numéro, c'est pas tellement l'intelligence artificielle qui va remplacer le médecin. C'est pas ça. Mais c'est en fonction effectivement des questions et des réponses de répertorier éventuellement des clusters qui pourraient se former dans certaines régions de France. Donc ça me semble intéressant au niveau santé publique déjà. Maintenant, là, tu me disais au niveau du traçage, oui, bien évidemment, ça me semble tout à fait capital de répertorier toutes les personnes contacts dès qu'on a un cas détecté avec un test positif. Mais c'est une organisation qui est énorme, hein, je pense. Hein, ça va être mis en place. Moi, je l'ai appris hier par le. Alors, attends, ça existait déjà, mais j'en sais pas plus. Hein. Si je peux intervenir. Alors, il y a quelque chose d'assez amusant.
c'est que, enfin amusant, c'est que le traçage et ce que tu viens de décrire, Brigitte, ne me choque absolument pas. Voilà. Ça ne me choque pas parce que plus on s'approche ou plus on interroge ou plus on discute avec des membres des soignants ou du corps médical ou des médecins, plus ça semble aller dans le sens qu'il faut, dans la mesure où on a vu tout à l'heure qu'on ne connaissait pas grand-chose, mais on savait comment éventuellement se protéger. Donc ce que tu dis là, pas de souci. Et puis il y a le stop Covid, il y a le traçage, éventuellement le retraçage à partir d'outils numériques qui ne sont pas encore au point, mais qui pourraient l'être. Le fait de téléphoner à ce numéro me semble totalement logique pour détecter des clusters. C'est même d'ailleurs l'approche, et je parle sous le contrôle de Pascal, c'est même l'approche syndromique des études épidémiologiques. C'est-à-dire que voilà, on appelle SOS médecin, on appelle ce numéro. Ça pose un problème, mais pas pour moi. Ça pose un problème pour un certain nombre de mes collègues de La République En Marche. Ça pose un problème pour un certain nombre de membres du gouvernement. Ça pose beaucoup de problèmes aux collègues. Plus on va vers la gauche, plus ça pose des problèmes, parce qu'il y a une atteinte à la vie, comment dirais-je, pas à la vie privée, oui d'abord à la vie privée, et c'est une agression vis-à-vis des libertés individuelles. Bon. Autrement dit, ces mesures seraient liberticides. C'est tout le débat. Et pour parler et c'est la même chose pour les brigades. Les brigades, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un se déclare, encore faut-il qu'ils veuillent le faire, puisqu'on parle partout du volontariat. C'est un vrai sujet là actuellement, hein, et ça va se résoudre dans les jours qui viennent. Et vous allez voir les crises que ça va entraîner. Les crises. Donc la brigade que tu as décrite, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est la personne est positive, on la contacte et on lui dit quels sont vos contacts. Bon. En plus, on peut s'aider d'une technologie de retraçage, parce que c'est vrai que le Parisien qui a pris la rame de métro, ça a été donné comme exemple hier par le Premier ministre, la ligne 12 à 8 heures du soir, il ne se rappelle pas forcément des gens qu'il a vus et surtout, il ne les connaît pas. Donc, avec justement ce genre d'outils, et notamment dans les villes, et notamment là où il y a une couverture numérique qui aide à retracer, c'est parfait. Et donc, tu lances ta brigade. Lancer sa brigade, ça veut dire que l'on donne le nom de la personne qui est positive, qu'on va la voir chez elle ou par téléphone, et qu'on remonte toute la chaîne. Et puis, on lui dit également à cette personne, vous vous confinez. 2 possibilités, à l'hôtel, toute seule, ou alors à domicile, mais à domicile, ça veut dire que toute la famille est confinée et personne ne sort pendant 14 jours. D'accord? Et on téléphone à la personne, aux différentes personnes, on dit voilà, vous avez été en contact, sans donner le nom, on n'a pas besoin de donner le nom, avec une personne là, voilà, testez-vous. Donc tout ça, c'est basé sur une chaîne de volontaires, de volontariat. Et donc les personnes contacts sont d'accord pour qu'il y ait ce traçage. Et moi, je milite pour cette situation-là. Parce que si on a la position inverse, qui consiste à dire, moi, je n'ai pas envie qu'on sache que je suis positif. Voilà, je n'ai pas envie. C'est ma propre décision, etc. Là, non seulement la personne risque d'aller à l'hôpital, mais elle risque de contaminer tout un tas de gens. Et que le premier élément, la première brique des libertés individuelles, c'est de ne pas se retrouver à l'hôpital parce qu'on a vu quelqu'un qui n'avait pas voulu se déclarer. Bon, c'est pour moi assez simple. Mais on est médecin, Brigitte. Et Frédéric aussi. Et c'est pour ça que nous, on a cette déformation, ou Pascal, on a cette déformation. Mais ce n'est pas du tout acquis. Pas du tout. Et c'est là l'enjeu de ces prochains jours, lorsque le Premier ministre, et je suis sûr qu'il est dans cette disposition parce qu'il a entendu le conseil scientifique, les gens autour de lui, va dire ça va péter en l'air. Voilà. Et ça, c'est un point extrêmement important parce que la brigade, ça fonctionne. Comme en Allemagne, on va prendre 20 000 personnes. Le deuxième point également, c'est qu'on va embaucher des gens qui n'ont pas un cursus médical et qui donc vont rentrer dans l'intimité des autres personnes qui sont contacts ou contaminées.
Et donc, il faut une loi. Et donc, nous aurons, a priori, en début de semaine, un nouveau texte de loi qui prendra en compte ce que je viens de dire, qui prendra en compte aussi le fait qu'on ne puisse pas forcément se déplacer d'un département à l'autre aussi facilement, et qui prendra en compte également le fait que l'on déclenche ou non, et pas forcément sur la base du volontariat, ces enquêtes épidémiologiques. Voilà, ça, je crois que c'est un vrai sujet qui n'est pas tranché du tout. Et moi, j'aimerais bien avoir votre son de cloche, messieurs, dames, mes chers amis marcheurs. Bon, mais le Allo Covid est en fonctionnement là. Hein. Donc déjà, il faut diffuser ce numéro déjà, puisque ça fonctionne, c'est rentré. Donc déjà, il faut que tout le monde l'ait. Et pour aller dans ton sens, Brigitte, et pour aller dans ton sens, en phase 1 et en phase 2 de l'épidémie, au début, c'est ce qu'on a fait. Hein. On a demandé autorisation à personne. Hein. Et il y avait les enquêtes, et on a détecté le cluster au Contamine-Montjoie, on a détecté les clusters comme on l'a fait, et ça a posé. Mais maintenant que c'est généralisé, maintenant que ça vient en première ligne, maintenant que les personnes sont au courant aussi, parce qu'au début, ils n'étaient pas au courant. Voilà. Vous êtes en train de, vous avez parlé de laisser la parole. Alors, il y a beaucoup de questions. Je vous le cache pas. Mais dans le genre, pour finir un petit peu sur les clusters et la détection, il y avait des questions. Une question de Alain Ligère. Est-ce qu'il est là, Alain? Alain Ligère ou pas? Non. Bon, il n'est pas là. Oui, je suis là. Oui, je suis là. Oui, Alain, bonjour. Tu posais la Bonjour. question justement de la détection des clusters et du traçage. Est-ce que tu veux t'exprimer un peu plus par rapport à ça? Oui, enfin, je pense que Jean-François Eliaou vient de le dire. Ça pose des tas de problèmes, mais en même temps, Brigitte Cohen a aussi mentionné que c'était un des éléments de succès d'un certain nombre de pays comme la Corée. La seule réflexion que je me fais, c'est que si on a ce qui est, enfin, M. Eliaou peut peut-être nous le dire, si on a 1000 cas par jour au 11 mai ou maintenant, c'est un job d'une toute autre dimension que travailler sur le cluster des Contamine-Montjoie, qui était tout seul presque en France à ce moment-là. Donc, voilà, c'est tout. Je n'ai pas de réflexion plus amont que ça, si ce n'est que, bah oui, c'est un élément de succès, mais quel type de moyen, ça représente quoi comme moyen? En même temps, c'est un élément qui permet de définir les cibles qu'on va tester, parce que on va tester les gens symptomatiques, d'accord, mais si on veut rattraper l'épidémie, il faut aussi tester le plus tôt possible les gens qui ont été en contact avec eux. Voilà. Après, je ne suis pas épidémiologiste, c'est juste de la logique de diffusion. Merci. Et je pense que c'est justement là où Pascal peut être utile. Est-ce que Pascal, tu penses que la façon dont on va détecter justement ces patients peu symptomatiques uniquement par le biais en fait du fait qu'ils ont été en contact avec des gens qui ont présenté la maladie, c'est ça qui va se passer, ou bien il y a d'autres cas de figure pour détecter les asymptomatiques? C'est ça qui est prévu, enfin c'est ça qui est prévu en tout cas, c'est qu'il y ait effectivement à chaque nouveau cas une enquête auprès des cas contacts et un test des cas contacts. On a eu une réunion, nous, dans le Gard cet après-midi avec les médecins généralistes justement, avec les médecins infectiologues du CHU et nous-mêmes les médecins de santé publique pour voir un petit peu comment on pouvait s'organiser. Parce que nous, en fait, on a mis en place dans le Gard, depuis le début de l'épidémie, on a mis en place une plateforme qui n'est pas un appel téléphonique, mais c'est une plateforme de gens qui étaient suivis par les médecins généralistes ou par les médecins infectiologues et qui étaient retournés à domicile, c'est-à-dire des patients qui soit étaient en sortie d'hospitalisation, soit étaient non hospitalisés parce qu'avec des formes peu graves. Et comme on sait qu'il peut y avoir des aggravations, des rebonds au bout de 8 ou 10 jours de l'infection, ces personnes, on les contactait chaque jour par SMS pour avoir de leurs nouvelles. Et avec 3 ou 4 questions, on avait des alertes qui se mettaient en place pour savoir s'il fallait qu'on les rappelle, de façon à voir s'ils avaient besoin de soins complémentaires, d'hospitalisation, voire de soins d'urgence. Donc ça, c'est une plateforme qui a très, très bien fonctionné, d'une part avec une plateforme de patients qui avaient été dépistés à l'hôpital, avec les médecins généralistes du Gard, il y a eu une quinzaine de centres Covid qui ont été ouverts, et on veut utiliser cette plateforme maintenant, et la transformer même, pour justement essayer de faire le suivi des cas contacts, un peu de la même façon.
Mais moi, ça me paraît essentiel. On ne pourra pas tester tout le monde. On ne peut pas tous tester tout le monde. Donc, tester les gens symptomatiques, bien entendu, et les gens contacts. Alors après, qu'est-ce qu'on appelle une personne contact? Parce que ça peut aller extrêmement loin, la personne contact. Donc ça, il faut bien définir qu'est-ce qu'on appelle la personne contact. Mais ça me paraît essentiel si on veut, non seulement il faut faire ça, en plus, il faut avoir un espèce d'outil de surveillance épidémiologique, de veille épidémiologique qui nous permet de voir, de tracer s'il y a une réascension importante des cas qui peuvent nous faire craindre une arrivée de deuxième vague. Donc, il y a le côté prise en charge des patients même, et puis il y a le côté suivi épidémiologique pour essayer de voir arriver une deuxième vague, de façon à pouvoir anticiper, éventuellement des mesures de confinement plus strictes, etc. Mais ça nous paraît, en tout cas épidémiologistes, essentiel de tester tous les nouveaux cas et les contacts. Pas évident. Est-ce qu'une possibilité… Moi, je ne sais pas comment elles vont être constituées, mais je pense que c'est l'ARS qui va manager à peu près ça, j'imagine, puisqu'à l'heure actuelle, enfin, dans toute épidémie actuellement, il y a des enquêtes comme ça qui se font. Hein. Quand il y a une maladie hautement transmissible, il y a des enquêtes qui se font avec les contacts. Ça se fait pour toutes les maladies. Hein, donc, mais sauf que là, effectivement, comme Jean-François le disait tout à l'heure, ça devient tellement important, ça devient important parce que ça touche quasiment tout le monde. Alors que d'habitude, les épidémies, elles sont circonscrites, etc. Mais ça fait partie de l'arsenal épidémiologique pour suivre une épidémie et pour la manager. J'ai entendu dire que les cas asymptomatiques seraient à peu près au minimum 17% dans certaines études, voire jusqu'à 40%. Oui, moi, j'ai le chiffre de 20% que j'ai entendu sans aucune certitude, bien entendu, parce qu'on ne le sait pas. Effectivement, il faudrait des enquêtes vraiment représentatives pour avoir une idée plus claire de ce chiffre-là. Mais probablement que les cas asymptomatiques sont nombreux. Ok, merci. Je veux juste, parce qu'il y a beaucoup de questions. Il y avait des questions concernant les tests proprement dit. Et là, je voudrais m'adresser donc plutôt peut-être à Brigitte. La question qui a été posée par, je pense, Eric et par d'autres personnes, est-ce que les tests actuels sont fiables? Voilà, donc est-ce que Brigitte, tu pourrais t'exprimer par rapport à ça? En fait, je pense que Jean-François me reprendra parce que c'est plus son domaine. Mais bon, d'après ce que j'en sais, c'est que les tests immunologiques, à l'heure actuelle, ne sont pas encore validés. Et il y a beaucoup de faux négatifs. La sensibilité n'est pas encore au point au niveau de ces tests-là. Donc, on attend une validation des tests sérologiques. Quant au PCR, les tests qui donnent la charge virale, les tests sérologiques, c'est pour les anticorps. Hein, donc, ça permet, hein, là, j'ai été peut-être un petit peu vite, les tests sérologiques, ce sont pour les personnes qui ont été en contact avec le virus et qui ont développé des anticorps. Donc, on va doser les anticorps, ce qu'on appelle les anticorps neutralisants, qui ont la mémoire du virus. Donc, ça permet d'être sûr que ces personnes-là ont été en contact et peuvent être immunisées. Ça, ce sont les tests sérologiques, mais à l'heure actuelle, il n'y en a aucun qui est encore validé. On attend, mais ça va arriver là, hein, la validation de ces tests. Par contre, il y a aussi au niveau des PCR, ce sont les tests avec les écouvillons que l'on met dans le nez. Dans d'autres pays, ils les mettent dans la gorge, mais en France, on a fait le choix de mettre ça au fond du nez. Là aussi, il y a beaucoup de faux négatifs parce que bien souvent, le prélèvement n'est pas fait exactement comme il le faudrait. Donc, ça, il faut être très vigilant par rapport à ces tests-là. Beaucoup de personnes ont les symptômes et ont un rendu de ces tests négatif. Et parfois, certains diagnostics ont été faits par le scanner, parce que le scanner pulmonaire a des images qui sont tout à fait spécifiques du Covid. Donc, même au niveau du PCR, il faut être sûr que le prélèvement a été fait dans d'excellentes conditions. Et bien souvent, dans les drives, où ils font ça très très vite, dans la voiture, le prélèvement n'est pas forcément fait dans de très bonnes conditions, l'écouvillon n'est pas mis suffisamment au fond et il revient négatif alors qu'en réalité, la personne a le Covid. Hein. Alors, voilà. Toujours une question dans la question santé publique, protection de la population. Philippe Sarfati nous demande par rapport
il a été beaucoup dit sur les gestes barrières, dans tout ce qui est protégé, mais il lui semble qu'on n'insiste pas assez sur les masques et la façon de les utiliser, de leurs limites d'utilisation, et que l'éducation par rapport à ça paraît insuffisante. Qu'est-ce que tu en penses ? Ce que j'en pense, c'est que même à tous les niveaux, même au niveau de nos élus, hein, parce que je vois, bon, je lisais au niveau du journal, il y a la mairie de Metz qui a commandé 12 000 masques, ils vont en distribuer un par habitant. Alors déjà, un masque, ce sont des masques textiles, hein, les masques alternatifs, hein. Un masque par habitant, alors ça c'est aberrant, c'est complètement inutile, parce que le masque, il faut tous les soirs le laver, en mettre un autre le lendemain. Il faut alterner, il faut plusieurs masques. Donc, minimum, au moins 2 masques. Donc, vous avez Metz qui va en distribuer un par habitant. 7 en a commandé 325 000. Ils vont en distribuer 3 par habitant. Bon, mais il faut savoir que le maire de Sète est médecin. Donc, il est peut-être plus au parfum. Donc, les Sétois auront 3 masques, mais ils vont en avoir un. Donc, il faudrait qu'il y ait aussi une harmonie au niveau de ces distributions de masques, que ce soit un petit peu coordonné, mais il faut bien évidemment plusieurs masques par habitant, de façon à ce qu'ils puissent le laver. Là, je parle des masques textiles, hein, qu'il faut impérativement tous les jours laver. Les autres masques, on ne peut les garder que 4 heures. Et si on les enlève, il faut les jeter. Il y a aussi, ce sur quoi je voudrais intervenir, c'est les gants, parce que ça me fait fulminer, hein, de tous ces gens qui se promènent avec des gants. Hein. Alors, le gant, c'est comme s'ils avaient une surmain. Non. Hein, ils ont l'impression qu'ils sont protégés. Après, dans quelles conditions vont-ils enlever les gants et ils vont se contaminer les mains avec ces gants qui ont touché absolument à tout? Bon, moi, à mon avis, mais ça n'engage que moi, il vaut mieux ne pas mettre de gants et se laver sans arrêt les mains avec du gel ou de l'eau et du savon à la maison. Mais voir tous ces gens avec des gants dans les rues, bon, moi, ça me fait peur. Hein. Je confirme, je suis complètement d'accord. Hein. Il faudrait qu'il y ait une éducation aussi du public par rapport à ces gants. Il faut savoir les enlever aussi, hein, par rapport à ces gants, par rapport aux masques aussi, si ce sont des masques chirurgicaux ou des masques textiles. Savoir, et ça c'est mon point de vue, si tout le monde en avait des masques, on serait protégé. Hein, parce qu'avec un masque, effectivement, on protège les autres, mais si tout le monde en a, on aura une protection mutuelle. Donc, alors, ça me fait rebondir, je m'excuse, parce qu'il y a tellement de questions, je suis désolé, je ne voudrais pas faire trop de frustrés. Ouais. Excuse-moi, mais c'est pour toi encore, Brigitte. Il y a une question, je ne me rappelle plus la personne qui l'a posée, concernant la contamination, en parlant de la contamination, bien sûr, aérienne, mais les autres modes de contamination possibles, et surtout, par la voie aérienne, combien de temps le virus reste dans l'air, où est-ce qu'il y reste, et sur les surfaces, voilà. Bon, je crois que ce virus, on sait vraiment pas encore tout et on sait encore très peu de choses. Hein, parce qu'a priori, ce virus, il n'était pas dans l'air. Il est dans l'air que s'il est propulsé, comme avec un aérosol. Hein, si on éternue, donc il va aller être projeté un petit peu dans l'air, puis après, poum, il va tomber. En principe, c'est la notion que j'en avais. Maintenant, il est évident que tous les jours, on apprend des choses un petit peu nouvelles sur ce virus. Mais a priori, s'il n'est pas nébulisé, s'il n'est pas projeté, il n'est pas véhiculé par l'air. Ce sont les personnes qui le transportent, qui contaminent et qui se recontaminent. Donc moi, ça c'est la notion que j'en avais. D'ailleurs, on s'était basé là-dessus quand on a fait le centre Covid à Poussan, pour ne pas mettre de ventilateurs comme dans les blocs ou dans les hôpitaux qui collent au sol les virus. Dans la mesure où on s'est dit, ce virus, de toute manière, il tombe. Et puis parce qu'il fallait s'adapter au lieu aussi. Hein. Mais a priori, il n'est pas véhiculé par l'air. Mais maintenant, c'est aujourd'hui, mais comme on en apprend tous les jours. Hein, mais il faut partir du fait que rien n'est sûr avec ce virus. Ok. Donc, il faut prendre un maximum de précautions. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions sur les points de vue épidémiologiques maintenant. Pour laisser la parole à Pascal, si elle peut nous faire un petit point côté épidémiologique sur la région, enfin plutôt sur les départements et les départements limitrophes. Oui, alors déjà d'un point de vue peut-être épidémiologique, en général, à rappeler un certain nombre de choses en fait. Hein. Donc on est sur la phase de décroissance en France à l'heure actuelle, maintenant depuis quelques temps. Nous, dans la région, sur les départements de la région, on a observé la même décroissance, c'est-à-dire qu'on commence à avoir les cas
hospitalisés décroître, ce qui avait été prévu par les modélisations initiales. Donc, les règles de confinement telles qu'elles ont été appliquées ont porté leurs fruits parce qu'on voit vraiment maintenant commencer à décroître les cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que on était un peu la région en queue de peloton, c'est-à-dire qu'on a été parmi les touchés plus tardivement et les moins touchés. Mais en tout cas, il y a une chose à savoir, ce n'est pas parce qu'on était les moins touchés qu'on est moins à risque pour la suite. Au contraire, je dirais, puisque probablement qu'on a un taux d'immunisation de la population qui est plus faible que les régions qui ont été extrêmement touchées, telles que l'Île-de-France ou le Grand Est, puisqu'on parle en termes de taux d'immunisation de la population, là encore, avec des pincettes, parce qu'on n'a pas de chiffre absolu, mais on dit qu'on aurait peut-être un taux d'immunisation de la population autour de 5 ou 6%, alors que dans les régions les plus touchées, telles que le Grand Est ou l'Île-de-France, il pourrait être à 12%, ce qui n'est pas non plus extraordinaire. Mais il faut faire attention à l'effet rebond, et à la reprise exponentielle du virus. Et c'est pour ça que les mesures de déconfinement, elles sont essentielles à suivre et surtout, il faut qu'elles soient différenciées et très, très progressives. Mais ça, c'est bien les messages qu'on entend depuis un certain temps. Les messages qui ont été donnés par le Premier ministre hier, c'est ça, c'est que le déconfinement, il faut qu'il soit extrêmement progressif. C'est-à-dire que dans les écoles, il n'est pas question de remettre tous les enfants dans les écoles, c'est clair. Et il n'est pas question que tous les Français, le 11 mai, retournent au travail. Ça, c'est clair et net. On est encouragé au maximum à faire du télétravail tant qu'on peut faire du télétravail pour ceux qui peuvent le faire, en tout cas dans toutes les institutions, notamment à l'hôpital. Nous, c'est un message qu'on a en permanence et qu'on a donné au niveau du personnel, pour le personnel qui peut télétravailler, qui n'est pas du personnel, bien entendu, du personnel soignant. Parce que sinon, le rebond risque d'être dramatique si on fait attention. Donc, du coup, les gestes barrières, les masques, le lavage des mains, on le répète à l'envi depuis 2 mois, mais c'est la réalité. Hein, ce sont les gestes qui sont les plus efficaces. Et puis ce qui semblerait être le plus efficace, c'est justement le traçage des cas contacts. Évidemment, le test de tous les nouveaux cas, le traçage des cas contacts, pour pouvoir justement avoir et qu'on arrive à recueillir et à avoir un outil de veille épidémiologique avec ces données pour nous permettre de repérer une réascension. Ça, c'est fondamental. Et les modélisations, parce qu'il y a eu un certain nombre de modélisations statistiques et mathématiques qui ont été faites à partir des premières données qu'on a engrangées et qui, toujours pareil, sont à prendre aussi avec des pincettes parce qu'il y a une forte incertitude, mais il n'empêche qu'il y a beaucoup de modélisations qui convergent dans le même sens et qui laissent à penser que si on déconfine sans rien, alors là c'est dramatique. Si on déconfine en gardant un petit peu d'isolation sociale, de distanciation sociale, mais sans faire de traçage des cas et d'isolement des cas, c'est comme si ça sert à rien. C'est-à-dire on va repartir sur une phase épidémique. En revanche, l'action efficace, qui semblerait la plus efficace, c'est de déconfiner progressivement, en étant prudent, et en restant relativement avec une réduction des interactions sociales relativement importante. Mais ce qui paraît être indispensable d'associer avec cette mesure, c'est l'isolement des cas positifs et le contrôle des contacts. Et à ce prix-là, on arriverait, il est vraisemblable qu'on arrive à mieux contenir l'épidémie. Je suis d'accord avec Jean-François, ce qu'il disait tout à l'heure, on n'en est pas débarrassé du tout de ce virus. On va encore en parler pendant pas mal de temps. Il faudra rester extrêmement vigilant pendant pas mal de temps. Je crois que tu as dit les mots essentiels à ce prix-là et vigilant, parce que je pense qu'il y a un prix à payer et la vigilance est absolument essentielle. Moi, je voulais juste, il y a beaucoup de questions et le temps a passé très très vite, mais il m'a été posé plein de questions sur les tests thérapeutiques en cours, quid de l'hydrochloroquine, est-ce qu'on l'enterre totalement, et puis le syndrome de Kawasaki chez l'enfant. Alors, je ne sais pas. Je peux vous parler un peu de la chloroquine si vous voulez. J'ai un peu suivi les essais thérapeutiques qui sont en cours. Il y a un certain nombre d'essais thérapeutiques qui sont en cours, mais un certain nombre, même beaucoup d'essais thérapeutiques qui sont en cours. Certains avec des antiviraux qui sont connus, qui sont utilisés dans d'autres pathologies.
avec notamment l'association de plusieurs antiviraux. Enfin, il y a beaucoup d'essais avec des designs différents. Et puis, il y a un certain nombre d'essais avec la chloroquine. Mais sur les essais qui ont été publiés jusqu'à présent, la chloroquine, on n'a absolument aucune certitude d'évidence-based medicine parce que les études qui ont été faites étaient toutes extrêmement biaisées. Ça, c'est clair et net. Il n'y a pas voilà. Alors, par contre, il y a de gros essais européens qui ont été mis en place, notamment l'essai Discovery qui a plusieurs bras de traitement, dont un bras de traitement justement avec la chloroquine, et puis d'autres bras de traitement avec différents antiviraux. Et cet essai, il est prévu pour inclure, je crois, 3000 sujets, dont 800 Français. Mais il y a ce qu'on appelle les analyses intermédiaires qui sont prévues pour cet essai, pour pouvoir, le cas échéant, arrêter l'essai plus vite si on se rend compte qu'il y a un traitement qui émerge de façon importante en termes de traitement d'efficacité, ou au contraire, s'il n'y a vraiment rien qui se passe, il ne faut pas continuer à traiter des gens pour rien. Mais pour l'instant, sur la chloroquine, il n'y a absolument pas de signal thérapeutique qu'on puisse utiliser, en tout cas à grande échelle, pour traiter les patients. On me parle de l'antibiothérapie multiple. L'antibiothérapie multiple. Oui, parce qu'apparemment, c'est vrai qu'il y a eu des descriptions par des médecins généralistes de plusieurs antibiotiques associés. Enfin, ça fait partie des choses non… Okay. Je ne suis pas au courant. Est-ce que je peux dire un mot Frédéric? François, je pensais te filer la parole là dans 5 minutes. D'accord. C'est possible? Et c'est toi qui, comme ça, tu réponds à tous, parce qu'il y a quelques questions qui te sont spécifiquement dédiées pour finir. Pas de souci. C'est possible? Oui, bien sûr. Génial, très bien. Donc, on a parlé des essais thérapeutiques. Donc, par rapport au syndrome de Kawasaki, simplement, Jean-François nous en a parlé tout à l'heure. Je voulais juste dire que c'est quelque chose qui a été décrit par les Anglais très récemment. Apparemment, c'est une manifestation grave qui apparaît dans les 3 semaines après l'infection. Mais aujourd'hui, on n'a aucune preuve du lien avec le Covid, parce que le Kawasaki, il est connu et c'est une réaction immunitaire, on va dire, de défense, mais qui intervient dans d'autres infections virales, pas spécifiquement avec le Covid. Donc, évidemment, il faut être très prudent parce qu'on décrit ces cas actuellement, mais le lien avec le Covid n'est pas du tout fait pour l'instant. Donc, encore une fois, on l'a répété ce mot plein de fois depuis le début, prudence et attention de ne pas tirer des conclusions trop hâtives. Et j'ai fini simplement, il y avait une question de Gilles qui posait la question de où on en est dans l'héros, en fait, du point de vue des cas, etc. Moi, j'ai repris les chiffres que nous a donnés l'ARS hier. On a commencé le 30 mars avec 240 hospitalisations. Aujourd'hui, on en est à 120 sur l'héros. En réanimation, on a commencé à 65, on est à 30 patients. Et on a aujourd'hui 99 décès avec un pic qui s'est situé le 5 avril avec 52 décès. Donc, effectivement, on constate plutôt un tassement, on ne va pas dire une disparition, un fort ralentissement, mais pas une disparition totale, mais un tassement en tout cas qui est net, mais bien entendu qui ne veut pas dire la disparition de l'infection. Juste, si je peux dire un mot à ce sujet, dans les premières modélisations qu'on avait vues, qui essayaient de voir quels étaient le pic épidémique, ce qui avait été modélisé à partir des premières données qu'on avait, en Occitanie, le pic épidémique était prévu pour le 9 avril. Ils ne se sont pas trompés, hein. Ils sont restés assez fiables. En tout cas, les modèles ont été assez fiables dans la vision du pic épidémique. Mais bien entendu, le pic épidémique, on a réussi à le tasser en plus parce qu'on n'a pas eu un grand pic épidémique. Et ça, c'est grâce aux mesures de confinement. On a réussi à rester en dessous, en tout cas, des capacités d'hospitalisation, notamment en réanimation, puisqu'on n'a jamais dépassé les capacités telles qu'elles ont été dépassées dans le Grand Est ou dans l'Île-de-France. Il faut savoir aussi qu'on avait eu une augmentation assez importante des lits de réa qui ont été ouverts en toute urgence pour faire face potentiellement à un pic plus fort. Mais du coup, le confinement a permis, comme on est arrivé un petit peu en queue de peloton et après les autres, a permis de ne pas atteindre un pic épidémique très important. Mais ce n'est pas parce qu'on n'atteint pas ce pic épidémique que ça ne va pas redémarrer. Bien sûr.
Alors, merci beaucoup. Donc, on va clore maintenant. Est-ce que Jean-François est là? Oui, je suis là. Oui, Jean-François, pour faire le lien avec les questions qui étaient posées, il y avait une question qui était générale, mais qui en fait va permettre aussi d'envisager quelque chose qui ne l'a pas été. Michel nous parle de délai pour recevoir du public sur les sites, par exemple, monuments historiques. Le problème, ce n'est pas forcément la réponse à la question, mais comment va un petit peu se remettre en place cette vie un petit peu générale. Donc, par exemple, recevoir du public sur un monument historique, sur un site. Et une question importante concernant l'isolement, par Gilles Herviot, est-ce que cet isolement va être obligatoire ou pas? Alors, j'avais repéré la question de Gilles hein, dans le chat. Là. Donc, mais elle est fondamentale, elle est absolument fondamentale. La réponse va être, de mon point de vue et de la part du point de vue de Pascal, je pense, et de Brigitte, je pense qu'effectivement, ça doit être obligatoire. Je pense que ça doit être obligatoire. Parce que si on veut partir du principe assez simple que lorsque tu sors, Gilles, toi, étant donné ton âge canonique, je te vois dans la vignette, hein, je te vois, hein, bon, étant donné ton âge, et qui n'est pas loin du mien d'ailleurs, hein, si on veut que la probabilité soit la plus faible possible quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, pour que cette probabilité soit la plus faible possible pour qu'il risque de te contaminer, autrement dit, que la probabilité soit la plus forte, que la personne que tu rencontres dans la rue soit la plus safe possible. Il faut absolument, comme on l'a dit au départ, que toute personne qui est positive, toute personne qui est symptomatique et testée qui est positive, le déclare, et qu'il déclare également tous les contacts qu'il a eus dans la mesure de sa mémoire, parce qu'on ne peut pas forcément remonter là-dessus, et c'est pour ça d'ailleurs qu'un certain nombre d'outils numériques sont utiles peut-être dans les villes pour essayer de conforter cette mémoire que tu n'as pas forcément, parce que tu ne te rappelles plus qui t'a… Voilà, en toute bonne foi. Quoi, hein. Et une fois qu'on a fait ça, mais c'est ce qu'a dit le Premier ministre hier, c'est-à-dire qu'il faut protéger, il faut tester et il faut isoler. Et que ces trois termes très importants sont les seules armes que l'on a. Il faut bien comprendre, c'est les seules armes que l'on a, avec toutes les questions qu'on a posées et pour lesquelles on a des réponses ou non, c'est les seules armes qu'on a à disposition pour essayer de tenir le plus longtemps possible vis-à-vis de cette épidémie. Ensuite, je voulais revenir une seconde sur les tests. Alors là, ça a été très clair. Hier, ça a été dit par le Premier ministre. À partir du 11 mai, on compte 1000 à 3000 nouveaux cas sur le territoire national. Alors évidemment, il y a des particularités territoriales. Hein, et donc, il y aura les départements verts et les départements rouges. Mais on compte 3000 à 3000 cas par jour. D'accord ? 1000 à 3000 cas par jour, surtout dans les zones denses. Ça veut dire, on considère que chaque personne aura été en contact prolongé d'un quart d'heure, etc., etc. Donc, des conditions qui peuvent contaminer l'autre. Donc, on considère qu'il y aura une vingtaine de personnes. Lorsque l'on fait la somme, ce qui est pas mal, hein, lorsque l'on fait la multiplication et la somme, ça nécessite 525 000 tests sur le territoire national par semaine. 525 000 tests par semaine. On compte actuellement que le 11 mai, le pays sera capable de faire de tests virologiques, hein, avec justement toutes les précisions qu'a amené tout à l'heure. Elle est partie d'ailleurs, où est-ce qu'elle est? Je ne sais plus où elle est. Ah ouais, Brigitte, voilà, la voilà Brigitte. Donc, je parle des tests virologiques, les tests par PCR ou des tests rapides, à condition qu'ils soient correctement étalonnés et qu'ils soient fiables. Donc, on compte 700 000 tests par semaine, nos capacités. Actuellement, pour vous donner un exemple, aux dernières nouvelles, en Occitanie, on va être très prochainement, donc avant le 11 mai, à 70 000 tests par semaine. 10 000 tests par jour. Voilà nos capacités. Donc, on est dans ce qu'il faut être. Hein. On est dans ce qu'il faut être. On est même un peu au-dessus, d'ailleurs. Donc, ces 700 000 tests hebdomadaires est une sécurité parce qu'avec les chiffres que je vous ai donnés, on aurait besoin de 525 000 ou de 550 000 tests. Donc, toutes les personnes, donc ça inclut, c'est pour ça que tout est en comment dirais-je, il faut lire entre les lignes.
tout est implicite. Pour le Premier ministre et le gouvernement actuellement, il y aura obligation de se déclarer comme positif et autoriser une histoire des contacts et que les contacts se feront tester, plus isolement. Moi, je prône, et je suis en train de travailler là-dessus, comme médecin, que Covid-19 soit une maladie à déclaration obligatoire, parce qu'elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. La rougeole l'est, la tuberculose qui est beaucoup moins fréquente, et on m'oppose pour l'instant, mais je continue à me battre, on m'oppose pour l'instant le fait que comme c'est une maladie extrêmement, enfin pas extrêmement, mais relativement fréquente, ça induirait des lourdeurs administratives. Mais moi, ce qui me fout la trouille, c'est qu'on parle également de possibilité de tester sans prescription médicale. Et sans prescription médicale, on n'aura pas de possibilité de tracer les gens. Tracer, ce n'est pas les mettre en tôle. Tracer, c'est pour nous et pour eux. Voilà. Donc ça, c'est pour la question. Pour les tests sérologiques, je suis totalement d'accord avec Brigitte. Actuellement, la liste des tests sérologiques va être publiée très prochainement parce que toutes les études de fiabilité, si je peux dire, des tests ont été faits par le CNR aussi bien à Lyon qu'à Paris. Et donc, on aura a priori des tests qui seront validés. Mais ce n'est pas pour autant parce qu'on a des tests validés qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait forcément une réponse immunitaire protectrice et que malheureusement, vous voyez qu'on est à 10-12% d'anticorps chez des personnes qui ont été contaminées de façon certaine. Or, une épidémie, celle-là notamment, s'éteindrait si 60%, et c'est le minimum 60%, la rougeole c'est 80%, hein, mais 60% de la population serait immunisée. D'accord ? On en est loin, y compris dans les zones hyper denses où pratiquement 25% ou 30% de la population a été contaminée. On est à 10-15% et ici on est beaucoup moins. Donc c'est pour ça, moi j'avais vu une question, je suis désolé Frédéric, j'avais vu une question qui m'avait été envoyée avant. Le stop and go qui consiste à confiner, on déconfine, on reconfine, on déconfine, ça n'a de valeur que si à chaque fois que l'on déconfine, on met des gens dans une situation d'être infectés et qu'on augmente cette immunité populationnelle dans la population. Mais on voit bien qu'avec cette maladie, qui induit une relativement faible immunisation de groupe, ça ne sert à rien de faire cette stratégie de stop and go. Et stop and go, ça veut dire que si nous faisons cela, nous allons dans quelques semaines ou mois demander à tous les Français de se reconfiner, ce qui serait véritablement catastrophique. Pour répondre à la question concernant les endroits où on peut se retrouver, pour l'instant, on est limité à 10 ou 20 personnes. Les monuments et autres sont fermés. À partir du 11 mai, ça a été annoncé y compris par le Premier ministre et d'autres, serait autorisé à l'ouverture des petites structures, c'est-à-dire des petits musées, avec toutes les conditions de distanciation sociale, bien entendu. Et donc, les grands musées ne seraient pas autorisés à ouvrir pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a plein de gens. Et donc, on mettrait, si vous voulez, la barrière à 100, quelque chose comme ça. Encore une fois, il y aura un texte législatif là-dessus, hein, mais a priori. Mais si on ouvre les grands musées, il y aura beaucoup plus de personnes que ça. Et deuxièmement, il y a un brassage. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas comme personne qui viendra au Louvre, par exemple, que les Parisiens. Ça appelle sur ces places-là, sur ces endroits-là, des personnes venant d'autres territoires qui pourraient être plus contaminés. De la même façon, on interdira l'ouverture des magasins régionaux, je pense par exemple à Ikea. Il n'est pas sûr qu'on autorise l'ouverture d'Ikea à Montpellier, parce qu'Ikea draine pas que les Montpelliérains ou la banlieue montpelliéraine, mais draine aussi toute la population autour, en Occitanie, voire plus. Et donc ça ne sera pas forcément autorisé parce qu'on ne veut pas de brassage, on ne veut pas une accumulation de personnes et on ne veut pas de brassage de population. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre concernant… Jean-François, tu es là-dessus. Il y a beaucoup de questions qui abordent le problème du relâchement. Qu'est-ce que tu en penses? Le relâchement de la population. Et qu'est-ce qu'on peut faire? La police. Les drones armés. Non, je blague. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, on va mettre des drones armés et on va tirer à vue. Non, qu'est-ce qu'on peut faire?
la seule chose, c'est qu'on peut. Il y a Jérôme qui est tout content, il va reprendre du service. Jérôme Pouza, là. Mais non, qu'est-ce qu'on peut faire? Simplement de dire que c'est trop tôt, beaucoup trop tôt. Mais on peut comprendre, je veux dire, maintenant je suis politique, donc je suis toujours sur la ligne d'équilibre. On peut comprendre que les gens, ils aient ras-le-bol. Voilà. Et encore, nous, je ne sais pas, je ne connais pas les maisons de chacun, mais on a quand même une situation, je ne dis pas qu'elle est privilégiée, mais je vois Claude, là, qui est dans son jardin avec sa belle maison, voilà, qui nous fait. Moi, je n'ai pas à me plaindre non plus de mes conditions de confinement, bien entendu, mais lorsqu'on est confiné dans une tour, dans le 9-3 à 5 dans un petit appartement, on peut comprendre que les gens en aient marre. On comprend, ça c'est sûr. Mais c'est pour ça que ça déconfine. Clairement, moi, quand je vais à ma permanence, j'y vais 3 fois par semaine, je prends 75 et je vois que, par exemple, hier, il y avait autant de monde que les jours avant l'épidémie. Hein. Voilà, bien sûr. Les gens. Oh, ce relâchement. Voilà, donc ça, Il y a c'est aussi une chose, moi, je pense, qui est importante du fait de notre localisation géographique, c'est les plages et le tourisme. Hein. Ouais. Alors les plages seront pas autant au mois de juin-juillet avec des touristes qui partiront pas à l'étranger cette année. Ouais. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui vont passer leurs vacances en France. Et ça, c'est pour nous. Enfin, nous, on en a discuté avec mes collègues, hein, épidémiologie. Pour nous, c'est un péril important. Bien sûr. L'arrivée des touristes sur les plages. Bien sûr. Bien sûr. Tu as d'autres questions, Frédéric? J'étais en train de regarder. Non, il y a une question qui est revenue 3 fois, c'est le côté saisonnier possible du virus. Ah oui, alors, ça c'est une question que l'on pose souvent par, je dirais, qui est logique parce qu'on a un certain nombre d'exemples qu'on connaît bien, qui est la grippe saisonnière et puis d'autres. Effectivement, il y a cette possibilité que l'on espère tous, hein, parce que c'est maintenant que l'on espère tous. Maintenant, moi, lorsqu'on regarde les deux autres exemples de coronavirus qui ont fait quand même des dégâts, moins que celui-là, mais qui ont fait des dégâts, c'est-à-dire le SRAS et le MERS. Le MERS, c'est dans les pays chauds. Hein. Donc, bon, il y a eu un cas, par exemple, il y a eu un papier qui est sorti il y a quelques temps, ça veut dire 15 jours, hein, c'est pas très, très vieux, parce que de toute façon, il y a 2 mois, personne ne le connaissait. Donc, il y a un papier qui est sorti d'une équipe japonaise qui avait posé la question et qui s'était dit que dans des situations, des atmosphères un peu plus chaudes et humides, le virus ne résisterait pas. Donc, ils ont fait une étude et ils s'étaient aperçus que dans les bains, hein, avec hammam et autre chose, il y avait une contamination très importante. Les personnes passaient, s'asseyaient, puis partaient et d'autres arrivaient. Et avec la vidéosurveillance, ils ont vu que des personnes qui s'étaient installées au même endroit quelques minutes après que quelqu'un qui était passé était contagieux, avait été aussi contaminé. Donc voilà, dans une situation de grande humidité et de chaleur comme il y a dans les bains publics, quoi, hein, quelque part. Hein. Voilà. Merci. J'ai une question. Vas-y. Une réponse, un élément de réponse pour les traitements. Il y a un traitement qui semble assez, comment dirais-je, assez logique et qui serait efficace dans les formes graves. Encore une fois, dans les formes graves, c'est le virus a déclenché les choses et puis après, il y a ce qu'on appelle l'orage cytokinique. Pour les médecins, on a quand même dans ces phases graves de la maladie des CRP à 500, alors que le taux normal est inférieur à quoi, 4-5 en gros. Hein. Dès qu'on a 20, on se dit tiens, on a un petit truc, 500. Et donc, on a tout un tas de sécrétions de cytokines, de production de cytokines inflammatoires. Et il y aurait un traitement qui, dans les cas graves, hein, je précise bien, dans les cas graves, serait relativement efficace. C'est un anticorps monoclonal qui est utilisé dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et ça n'a rien à voir avec l'hydroxychloroquine, qui est un inhibiteur qui empêche une cytokine inflammatoire, qui est l'interleukine 6, peu importe, de se fixer sur son récepteur. Et ça marche, ça marcherait. En tout cas, les études cliniques, les résultats intermédiaires seraient dans le bon sens et c'est extrêmement logique au niveau de la compréhension du mécanisme de la maladie. Donc ça, c'est déjà pas mal, mais ce n'est que dans les cas graves où on a justement une inflammation majeure, qui amène souvent les patients
en réanimation parce qu'ils ont des poumons qui ne sont plus fonctionnels et qui les empêchent de respirer. Voilà ce que je voulais dire, s'il n'y a pas d'autres questions. Merci. Moi, j'aimerais chaleureusement remercier tous nos intervenants ce soir, ainsi que Frédéric à l'animation, et peut-être passer la parole à Jérôme s'il veut conclure en 2-3 mots. Avec son drone. Voilà, avec son drone d'attaque. Où il est, Jérôme? Salut, voilà, je suis là. Je pense que vous me voyez. Voilà. Voilà, non, je lâche mon écran de contrôle de mon drone d'attaque. J'étais en train de traquer les touristes ninja. Donc c'est vrai, en plus on rigole, mais c'est vrai qu'on a vu des touristes dans la région de Béziers. On a été très alertés là-dessus, donc c'est pour ça qu'on rigole, mais il y en a eu. Donc ben, écoutez, moi, ce que je veux dire, c'est vraiment merci beaucoup à tous les intervenants d'une qualité exceptionnelle. On a eu un débat super, vraiment à refaire. Hein. Là, je remercie énormément Jean-François, Brigitte, Fred, Pascal. Vraiment, ça a été vraiment très, très bien. Merci vraiment aux gens qui ont participé, à la qualité des questions. Je pense que les gens ont vraiment pu, je pense, dire tout ce qu'ils avaient à dire. Encore merci. On en fera d'autres, hein, peut-être sur d'autres thèmes, mais en rapport. Peut-être la suite, quid de demain, l'économie. Il y a plusieurs thèmes liés au Covid qui peuvent être on va dire, étudiés. On va essayer d'en faire une de ce dispositif toutes les semaines. Voilà pour le travail du département. Donc encore merci à tous les intervenants. Merci et je vous dis à bientôt. Pour ma part, je vais retourner traquer les... Ah ouais. Absolument. Merci beaucoup à tout le monde et puis je suis à votre disposition. À bientôt. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Au revoir. Merci à tous.